Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas changé, sauf que nous a rejoint l'honorable Seyi Gaspard. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes député à l'Assemblée nationale ivoirienne, membre du Conseil en charge de la stratégie et de la politique au PPACI. Avec vous, on va essayer de revisiter un peu ce qui s'est passé lors de la fête de la Renaissance. Mais souffrez que je demande quand même votre avis sur l'actualité brûlante de l'heure, la radiation du président du PDCI, de la liste électorale. Vos commentaires? Merci, madame. Mon plaisir. C'est une décision que je viens d'apprendre moi-même tout à l'heure dans votre salle d'attente. Et pour dire vrai, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Mais dans tous les cas de figure, le parti dira quelque chose sur cette question le samedi au cours de notre comité central. Et donc, surtout que je n'en dise pas plus sur cette question. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Honorable, j'allais dire monsieur, honorable Seyi. Commençons par vous, Isabelle. On a Isabelle Herman, Marius Komo et Daouda. On revient sur la fête de la Renaissance avec l'honorable. Isabelle? Comment évaluez-vous l'impact aujourd'hui de ce que vous avez organisé à Dabou? Il faut dire que la fête de la Renaissance, c'est une fête statutaire pour le parti. C'est-à-dire que chaque année au mois d'avril, le parti organise une fête pour se rappeler le retour du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et depuis que le président a créé le parti, le PPACI, nous avons déjà fait deux fêtes. Une à Yopougon, une seconde à Agboville, la troisième à Dabo. C'est une fête qui rappelle les 10 moments de la lutte du président Laurent Gbagbo. Et nous voulons que chaque année, les Ivoiriens se rappellent cette lutte-là. Et en principe même, cette fête devait être fêtée par tous les Ivoiriens, démocrates. Parce que quand nous allons à la fête, nous avons nos militants, certes, mais nous recevons également les démocrates ivoiriens qui viennent se rappeler ce grand moment que la Côte d'Ivoire a vécu en 90. Très bien. Voilà. Donc, Isabelle? Je veux juste faire une relance. Aujourd'hui, vous estimez en termes d'impact que le président Laurent Gbagbo ne serait pas suffisamment populaire parce que ça n'a pas rassemblé toute la Côte d'Ivoire, ce que vous avez organisé? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Je dis que cette fête-là rassemble d'abord nos militants, certes, mais tous les Ivoiriens épris de démocratie. Et vous avez vu à Dabou, c'était une grande fête. Et cette fête de Dabou vient quelques mois avant le présidentiel 2025. Et donc, le parti a battu le rappel de ses militants, de tous ceux qui croient en la démocratie en Côte d'Ivoire, qui croient encore au président Laurent Gbagbo, pour que cette fête-là soit une grande fête. Et vous avez vu les images, et elle parle d'elle-même. Voilà. Très bien, Herman. J'ai une question. On a vu la sortie de votre leader, Laurent Gbagbo, à cette manifestation-là, évoquant l'actuel Premier ministre Robert Begré-Mambé par rapport à l'épisode où il était à la tête de la CEI. Est-ce qu'aujourd'hui, des jours après, est-ce que vous restez droit avec lui par rapport aux mots qu'il a sortis sur le Premier ministre Robert Begré-Mambé concernant justement cet épisode de 2010? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le président Laurent Gbagbo, dans son adresse, a fait l'historique de la CEI. Et il a rappelé, quand il était président, ce qui s'est passé pendant qu'on préparait les élections de 2015. De 2010. En même temps, le président de le Premier ministre actuel a répondu, il a dit qu'il préfère prier pour lui qu'il se parle. C'est un rappel qu'il a fait. Bon, chacun a son point de vue. Lui dit qu'il prie pour le président Laurent Gbagbo, mais le président a rappelé les faits, qui ont été jugés d'ailleurs. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se rappelle, il n'y a que 15 ans. Il y a 15 ans, il n'y a pas 50 ans. Et donc, il n'a fait que rappeler ce qui s'est passé en 2010, c'est tout. Très bien, Daouda. Monsieur Seyi, oui. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Je pense que vous faites mains et pieds pour qu'il soit sur la liste électorale. Et on est à 5 mois de l'élection. Comment vous vous préparez pour que son nom revienne d'abord sur la liste? Et au cas où son nom ne serait pas sur cette liste-là, pour vous qui êtes stratège au niveau du PPACI, qu'est-ce que vous mettez en place comme alternative? Rappelez-vous, cher Daouda, que un pays
il vit et il se construit sur ce qui s'est passé et puis il avance. Il y a 15 ans, 16 ans, Ouattara n'était pas éligible en Côte d'Ivoire. Il n'était pas éligible. Et Laurent Gbagbo a estimé qu'il fallait qu'il soit éligible. Parce que une partie des Ivoiriens croyait en lui. Il a fait de lui un candidat. Pour nous, on ne plaide pas, mais on estime que c'est tout à fait normal que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Vous voyez ça? Mais là, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de tronquer l'histoire devant les Ivoiriens? Pourquoi je dis cela? Oui, allez-y. Parce que quand vous dites qu'il n'était pas éligible et que M. Ouattara n'avait pas de démêlés judiciaires, parce que je pense que depuis 2000, il a été empêché d'être candidat. Après, on se rappelle très bien, M. Laurent Gbagbo dit que si Ouattara a des problèmes, ce n'est pas à lui de les régler, c'est à la justice de les régler. Donc finalement, à quel moment il n'était pas éligible? Au nom de quoi? Rappelez-vous Daouda. Oui. Ouattara a dit lui-même que je peux être candidat parce que je ne remplis pas les conditions pour être candidat. Il a dit. Oui. Ouattara l'a dit. Oui, il a dit. Il a dit. Mais vous voyez, il ne faut pas tronquer l'histoire. Non. Vous voyez, ce que je veux dire. On va s'écouter. Hein. Il finit, vous avez la parole. Ce que je veux dire, M. Daouda. Quelqu'un, moi j'ai écouté récemment, avant de venir ici, une vidéo de M. Ouattara. Où lui, quelqu'un qui a été premier ministre dans son pays, ne peut être candidat. Et ça agace tout le monde. J'ai écouté une vidéo de Ouattara. Et donc, moi je pense que c'est malsain, ce n'est pas élégant qu'à quelques mois des élections présidentielles, on en soit encore à dire que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Même, j'estime pour moi que dans un pays où celui qui a la tête du pays a subi, d'après lui, des brimades, il a subi l'exclusion, il devait faire en sorte, s'il veut laisser une Côte d'Ivoire en paix, faire en sorte que tous ceux qui sont dans ce cas-là soient éligibles. Mais on peut le faire. Au détriment de la loi, Gbagbo a pris l'article 48. Donc au détriment de la loi, on doit mettre en perte et profit en fait, le fait que des politiques aient des démêlés judiciaires. Donc comme ils sont hommes politiques, ils ont une immunité spéciale pour eux. Donc on les met sur la liste. L'article 48 de la Constitution a permis à Laurent Gbagbo de faire de Alassane Ouattara candidat. Est-ce que M. Laurent Gbagbo et M. Ouattara? S'il vous plaît. M. Seyi. Oui. Est-ce que M. Ouattara et M. Laurent Gbagbo? Mais M. Ouattara n'était pas éligible, je vous le rappelle. Alors, si on va évoluer dans le débat. L'article 48 en son temps, est-ce que M. Ouattara est-il obligé d'utiliser un autre article? C'est ce que je veux dire. Est-ce que M. Ouattara doit penser de la même manière que M. Gbagbo? M. Daouda, ce que je vous dis, quand on est à la tête d'un pays, c'est celui qui est à la tête du pays qui est responsable de l'avenir du pays. Celui qui est responsable de la paix du pays. Très bien. C'est lui qui peut décider, dire, moi, mon pays là, je veux qu'il soit en paix. Donc je prends telle mesure pour que le pays soit en paix. C'est de ça que je parle. Très bien. Alors je voudrais, avant de justement passer la parole à Marius Komoué, que vous puissiez éclairer nos lanternes sur un de vos propos, dans la chute de votre propos. Vous avez dit qu'une telle décision devrait être prise pour que le pays soit en paix. Ça m'interpelle, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer. Ça veut dire que si on n'arrive pas jusqu'à présent, enfin jusqu'à quelques jours de l'élection, à voir la volonté du PPACI être manifestée, on n'aura pas la paix. Ou je me trompe. Enfin, allez-y. Ne pas de raccourci, madame. Allez-y, non, vous êtes là pour nous expliquer. Vous avez dit pour que le pays soit en paix. C'est pour ça que je vous posais la question, pour que vous puissiez éclairer nos lanternes. Mais ce que je veux dire, allez-y. Ce que je veux dire, chacun sait dans quelles conditions, dans quelles circonstances aujourd'hui, Gbagbo a été exclu de la liste électorale. On sait que chacun sait ce qu'on lui reproche pour ne pas suivre la liste électorale. J'estime que ce n'est pas bien. Pour moi, ce n'est pas bien. Et pour beaucoup d'Ivoiriens, ce n'est pas bien. Et pour que le pays... Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a des Ivoiriens qui croient en Laurent Gbagbo. Ils sont nombreux. Mais c'est comme à l'époque, naguère, des Ivoiriens croyaient en Ouattara. Dieu merci, nous, au PPACI, nous avons décidé, notre démarche, c'est une démarche de démocratie. Très bien. D'arriver au pouvoir par les urnes, pas par autre chose. Très bien.
C'était bien que vous puissiez essayer d'éclairer de lanterne sur cela. Marius Komoé, je rappelle que notre cadre, c'est donc la célébration de la fête de la Renaissance qui a eu lieu récemment donc à Dabo. Marius? Effectivement, parce qu'à un moment donné, j'ai eu le sentiment qu'on déviait carrément du sujet pour lequel l'honorable est sur le plateau. Bon, cela dit, relativement donc à ce qui s'est passé à Dabo, que retenir concrètement? Parce que c'est vrai que ma consoeur Vovo vous a posé la question autrement. Mais on voudrait bien savoir la fête de la liberté, bien que vous ayez donné le sens, la symbolique de cette fête, quel impact sur le quotidien des Ivoiriens, au-delà de la célébration d'un homme? Ça veut dire, précisez votre pensée, Marius, qu'on parlait d'impact. La fête de la liberté célèbre donc l'action de Laurent Gbagbo, la lutte de Laurent Gbagbo. Pour quel impact véritable sur le citoyen ivoirien? Merci, M. Komoé. Parce que nous sommes quand même au 21e siècle. Oui. Faut-il encore continuer en Afrique à célébrer des individus que de célébrer le vécu des Ivoiriens, que de lutter pour leur bien-être social? Très bien, il va répondre à la question. Mais je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Je n'ai pas dit qu'on allait célébrer Laurent Gbagbo. Chaque parti, à des moments précis, s'organise pour apprécier le niveau d'implantation, le niveau de mobilisation de ces militants. Surtout lorsqu'on est à la veille des élections présidentielles. Et notre parti, en plus de cela, a une fête statutaire qui rappelle chaque année les moments qu'on a vécus en 90. Mais l'impact sur les Ivoiriens, c'est que en 90, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de multipartisme. La Côte d'Ivoire s'est ouverte au multipartisme. Et ça, il faut que les Ivoiriens comprennent que si on veut que ce pays aille de l'avant, si on veut que les Ivoiriens s'aiment entre eux, il faut que nous ayons un pays où la démocratie est le seul mode de gouvernement, le seul mode d'action au pouvoir. Et nous, c'est ce que nous prônons. Et en le faisant, nous rappelons aux Ivoiriens qu'en 90, la Côte d'Ivoire est revenue au multipartisme. Parce que la Constitution, à l'époque, disait que la Côte d'Ivoire est un pays de multipartisme. Mais en 90, depuis le mur de Berlin qui est tombé, en 89, la Côte d'Ivoire est venue officiellement au multipartisme. Et donc l'impact de la fête là, c'est pour rappeler aux Ivoiriens que c'est par la démocratie, rien que la démocratie, que nous allons au pouvoir. Et donc des gens ont lutté, dont Laurent Gbagbo, pour que cette démocratie soit instaurée. Il a lutté avec les Ivoiriens. C'est bien noté. Voilà. Très bien, Herman. Moi, j'ai envie de savoir, au-delà de ces préalables politiques que vous soulevez concernant la question de la CEI et puis bien d'autres questions, quelles sont aujourd'hui les articulations, les premières articulations de votre projet de société? Parce que le PPACI, c'est vrai qu'on sait que vous avez été longtemps au FPI, il y avait un programme de société, mais le PPACI, quelle est sa matrice en termes de vision? Merci Herman Aboua. Ce n'est pas pour nous vanter, mais notre parti est un des rares partis qui fait ce qu'il dit, et qui dit ce qu'il va faire. Vous voyez, j'ai entre les mains le projet, notre projet de société. Le voici. On peut avoir les grandes lignes au niveau de l'éducation, par exemple? Je ne vais pas le trahir on ne l'a pas encore publié. Et il y a ça qui est le projet de société, mais il y a le projet de gouvernement qui est en train d'être édité. Et en son temps, le président du comité d'exécutif viendra ici pour vous dire les grandes lignes de notre politique. Mais ça veut dire que nous, on ne parle pas au hasard. Votre projet est déjà prêt. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Sur la base, mais depuis 90, depuis 90, il a toujours eu son programme de société avant d'être candidat. Et nous l'avons achevé. En quoi est-ce qu'il va être différent de celui que vous avez proposé aux Ivoiriens en 2000? Il va tenir compte des évolutions qu'il y a eu. Il y a eu depuis 2000. Il va tenir compte de ça. Mais enfin, je veux dire, quand est-ce qu'on pourrait avoir la primeur ou la quintessence justement de ce projet-là? D'ici un mois, 2 mois. D'ici un mois, non, même pas 2 mois, d'ici 3 semaines, un mois, vous aurez le programme du gouvernement.
Il est là, ça fait quand même mal qu'il soit là. On ne peut pas l'ouvrir. Bon. Et trouver. Herman, il a dit il ne faut pas ouvrir le programme du PPACI, excuse-moi. Il dit que ça revient justement. Voilà, justement, voilà. Donc on va aller là-dessus. Voilà. Isabelle. Bon, en tout cas, vous semblez bien préparé avec un projet de société, etc. Mais finalement, votre leader n'est pas sur la liste électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si vous avez un plan B, un plan C, un plan D? Parce que je rappelle quand même que vous êtes en charge de la stratégie au sein du PPACI. Donc aujourd'hui, en fait, éclairez-nous sur ce que vous comptez faire, en tout cas, soit pour réintégrer le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ou alors le plan B. Voilà. Si ce n'est pas le cas. C'est une très bonne question. Et justement, est-ce que cette question a été évoquée avec l'envoyé de l'ONU qui était là récemment, qui a visité donc les chapelles politiques? Très bonne question. Vous savez, nous n'avons pas de plan B ni de plan C. Pourquoi? Parce que Gbagbo n'a rien demandé. C'est nous qui avons voulu que Gbagbo devienne notre candidat. Il n'a rien demandé. Pour deux raisons, on a voulu qu'il devienne notre candidat. Pourquoi? Vous voyez, en 2000, on a envoyé Gbagbo en mission. Il a été élu par les Ivoiriens. C'est cela. Son problème, il n'a pas exécuté. Il a exécuté en deux années. Et après, il y a eu la rébellion. Jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011. Gbagbo n'a gouverné avec son gouvernement que pendant 2 ans. Après, de 2011 à 2002. De 2000 à 2002. Du moins de 2000 à 2002, oui, tout à fait. Et après, tous ces gouvernements qu'il a eu, sur 35-34 ministres, Gbagbo n'a que 8 ministres. Ah, c'est d'un. De deux, nous estimons que si en Afrique, il y a un seul homme politique qui est intègre, qui est honnête, qui a un rapport avec l'argent, qui n'est pas suspect, c'est Laurent Gbagbo. On ne peut pas admettre, nous, on ne peut pas admettre que Laurent Gbagbo soit accusé de braquer la BCEAO. D'autant plus que la BCEAO, qui est victime de ce braquage, n'a pas porté plainte contre Laurent Gbagbo. D'autant plus encore que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé que Gbagbo soit sur la liste électorale. Pour nous, on ne peut pas admettre cela. On n'a pas de plan B, on n'a pas de plan C. Gbagbo est notre candidat. Et nous sommes sûrs, nous sommes certains qu'il sera candidat. Et vous pensez que quand vous tenez ce discours-là, c'est un discours d'apaisement, c'est un discours de paix en ayant ce type de discours que vous venez de nous donner, c'est-à-dire on n'a pas de plan B, c'est Laurent Gbagbo ou rien? Pour nous, c'est un discours de paix. Pourquoi? Nous avons demandé, nous avons écrit au gouvernement au mois d'avril 2024 et mai 2024 pour demander qu'on ouvre un dialogue politique. Après que déjà il y a un dialogue politique depuis 2022-2021. Je pense que dans un pays, le pays nous appartient à nous tous, n'appartient pas à un individu. C'est notre pays à nous tous. Quand il bascule dans la violence, nous sommes tous responsables. Et nous estimons que la raison devait habiter les uns les autres. Pour qu'on ouvre un dialogue politique, pour que les questions qui fâchent, les questions qui nous divisent, on les règle. Et que de façon consensuelle, on aille aux élections. Pour ceux, vous l'avez dit quand j'étais dans la... Pour que ceux qui sont à même d'aller aux élections, qui être candidats, soient candidats. Il ne faut pas qu'on choisisse un candidat pour certains partis. Très bien. Et Daouda et ensuite Marius. Monsieur Séhi, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que Gbagbo n'a pas véritablement dirigé, il y a eu la rébellion, il n'a pas pu exécuter son programme. C'est ça qui est vrai, oui. Est-ce que finalement, ce n'est pas un aveu d'échec que vous venez de faire là maintenant? Parce que quand on sait que vous-même, vous êtes député, et que quand le président, il est élu président, il prête serment pour dire « je jure solennellement de protéger la Constitution, de protéger les Ivoiriens ». Est-ce que quelque part, M. Gbagbo n'a pas échoué à protéger la Côte d'Ivoire et à protéger les Ivoiriens? Est-ce que ce n'est pas cet échec-là qui est à la base de tout cela, finalement? Est-ce que les Ivoiriens doivent encore lui faire confiance quand il n'a pas été capable de protéger les Ivoiriens et la Constitution? Il va répondre, Daouda. Il va répondre. Daouda, vous voyez, il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous voyez, Laurent Gbagbo, vous voulez qu'on entre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va y aller. On va y aller. Allons-y. Quand on dit qu'il a échoué, Gbagbo, il a fait un programme de refondation pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait un programme de rébellion, de la guerre. La sécurité est un point essentiel de la gouvernance. On va l'écouter. Oui, de rébellion.
Si des gens en viennent à le déstabiliser avec des moyens qui viennent d'ailleurs, avec des hommes qui viennent d'ailleurs, avec des pouvoirs de monde qui viennent d'ailleurs, Gbagbo, il n'a que les moyens de la Côte d'Ivoire. Et quand vous dites ça, je sais que vous ne le direz pas en dehors d'ici, mais vous le dites parce qu'on est sur un plateau. Parce que Laurent Gbagbo, il a fait ce qu'il pouvait pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Donc il n'a pas su nous protéger. Très bien. C'est vous qui le dites. Écoutons Marius Komoé. Alors, en votre qualité de membre du Conseil en charge de la stratégie et de la politique du PPACI, ne pensez-vous pas, honorable, que l'heure est venue pour que désormais nous ayons la paix des braves entre vous, acteurs politiques, et plus particulièrement entre le président Gbagbo et le président Ouattara? Les deux hommes, certainement, ont leur contact. La preuve, le président Gbagbo, revenu de Bruxelles, a été reçu par le président Ouattara. Ne peut-il pas lui-même prendre son téléphone, appeler le président Ouattara pour vider leur contentieux d'hier et permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page d'une histoire aussi sombre que celle que nous avons connue et qui a engendré 3000 morts à Loré, pour ne pas dire à quelques mois d'une élection présidentielle dont les prémices laissent les Ivoiriens un peu grisonnants. Je vais répondre à ta question, Koumoué, mais elle m'a posé une question sur l'arrivée de l'ONU en Côte d'Ivoire. Oui, l'émissaire, oui. Est-ce que, voilà, quels sont les points qui ont été à l'agenda, justement? L'ONU a pour mission de maintenir la paix dans le monde, entre les États, mais aussi à l'intérieur des États. Tout à fait. Donc l'ONU est dans son rôle. Si l'ONU a des brimes d'informations sur un pays qui tend vers le mur, l'ONU a le devoir de venir, c'est pourquoi l'ONU est venue en Côte d'Ivoire. Et en le disant, je suis peiné parce que ce rôle devait se jouer d'abord par la CEDEAO, tout près de nous, mais qui attend que la jusqu'à présent, la CEDEAO n'a pas cherché à rencontrer, en tout cas selon, informez-nous, il n'y a pas eu de contact encore pour l'instant. À ma connaissance, non. Donc l'ONU est dans son rôle. Et je salue l'ONU d'avoir compris que ce qui se passe en Côte d'Ivoire peut dégénérer à tout moment. Maintenant, pour la paix des braves, vous voyez, dans tout pays, celui qui est à la tête du pays, c'est lui qui a le lead, c'est lui qui conduit la Côte d'Ivoire, c'est lui qui conduit le pays. Ça lui dit, au moins, il y a eu 2002, il y a eu 2010, il y a eu 2020. Et des morts. Je suis Alassane Ouattara. Je suis à mon troisième mandat. Il n'y a pas un Ngolé qui brigue un quatrième mandat. Mais pour l'instant, en tout cas, tous les croient qui va le briguer. Je vais laisser à la Côte d'Ivoire la possibilité un pays tranquille, un pays en paix. Donc, j'appelle mon frère, ou bien j'appelle tous les Ivoiriens à un dialogue. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous voyez, quand nous on parle de la CEI, on parle de la CEI, mais c'est des cas qui sont factuels. Quand on critique la CEI, c'est le gouvernement qui répond. Alors que la CEI est censée être à équidistance de tous les chefs politiques. J'estime que c'est le président actuel, le président de la République, qui doit dire, qui doit actionner cette démarche-là pour dire allons à la paix des braves, allons-y aux élections transparentes, inclusives. Très bien. Est-ce que ça va être votre mot de fin ou on vous donne la capacité de faire un mot de fin pour votre passage ici sur ce plateau? Bien, moi je voudrais vous dire merci de m'avoir invité à cette rencontre. Je pensais qu'on allait aller plus loin, on a dit beaucoup d'autres choses. Oui, on n'a que 25 minutes pour la 50. Et je suis triste parce que Mais moi je vous invite demain encore. Hein. Donc, c'est pas vous qui invitez. Je suis prêt à venir. Allez-y, honorable. Je veux dire que vous voyez, notre pays va dans quelques mois aller aux élections. Le souhait de tous les Ivoiriens, comme l'a dit Koumoué, pour avoir vécu toutes les crises qu'on a connues, le souhait que la Côte d'Ivoire aille dans la paix à ces élections. Vous voyez-vous, nous sommes le leader économique de la sous-région, de l'UEMOA.
Et dans sous notre nez, des pays comme le Ghana, des pays comme le Sénégal font des élections démocratiques, sans histoire. Ce matin, j'ai vu que le président ghanéen qui a été élu est allé saluer le président, l'ancien président. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Mais pourquoi nous, Ivoiriens, on n'arrive pas, on ne peut pas le faire? Pourquoi on ne se surpasse pas? Moi, je lance un appel aux tenants du pouvoir, de faire en sorte que si nous voulons la paix, les Ivoiriens ne sont pas contents sur certains aspects de la vie en Côte d'Ivoire, la CEI, les électorales. Mais il y a des pays qui ont fait l'audit électoral, ils ont fait l'audit. Très bien. Le Togo, le Bénin, le RDC, ils ont fait. Très bien, on va terminer. C'est pas tabou, c'est pas mauvais. C'est ça. Donc allons à la paix, allons au rassemblement, pour que tous les Ivoiriens qui le désirent puissent être candidats et que notre pays soit en paix. Merci beaucoup. Voilà. Merci, honorable Seyi Gaspard, député à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre du Conseil en charge de la stratégie et de la politique du PPACI. Et on parle avec vous de la fête de la Renaissance et in fine des sujets satellites, mais qui sont toujours liés au PPACI. Merci infiniment. Merci infiniment. Notre plateau est ouvert. Quand vous le désirez, n'hésitez pas à nous faire passer un coup de fil et avec beaucoup de plaisir, on vous recevra. Notre parti, on a beaucoup à dire sur la Côte d'Ivoire. Oui, c'est pour ça qu'on va revenir. On a un grand projet pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, comme nous recevez, même si on n'a pas pu l'ouvrir, mais pour une heure, pas pour 25 minutes. Très bien, on va déjà caler cela. Moi, j'attendais Daouda, il m'a pas titillé. C'est pas grave. Daouda, la prochaine fois. Non, c'est pas la peine de réagir. Merci beaucoup, honorable. Pour ma part, il y a même d'abord une chose que je ne comprends pas. Monsieur Ouattara est amnésique ou c'est quoi le problème? Est-ce qu'il a oublié ses propres propos? Alors, en 2009, il disait « Comment on peut regarder le fait qu'un premier ministre ne soit pas éligible à une élection présidentielle? Comment on peut expliquer le fait que le président, un ancien premier ministre ne soit pas candidat à une élection présidentielle? » Aujourd'hui, la question que je pose à Alassane Ouattara, comment on peut regarder le fait qu'un ancien président ne soit pas dans la liste électorale? Comment on peut regarder le fait qu'un ancien président ne puisse pas être candidat à cause d'une exclusion? Quelle image ça donne à la Côte d'Ivoire, M. Ouattara? Vous tenez des propos si simplement pour un premier ministre qui était nommé. Aujourd'hui, regardez votre comportement vis-à-vis d'un ancien président qui, lui, a été élu au suffrage universel direct par le peuple qui lui a porté sa voix. Et une élection qu'on a voulu voler, il a appelé le peuple qui est allé dans la rue pour revendiquer cette victoire, preuve même de la légitimité de son pouvoir. Chose que vous n'avez jamais fait. Vous n'avez jamais appelé le peuple à aller défendre votre pouvoir. Bien au contraire. Vous avez appelé les armées étrangères pour venir défendre le pouvoir qui n'était pas le vôtre. Comment vous pouvez vous regarder dans un miroir quand vous reniez vos propres propos, quand vous mangez votre propre vomi? Comment hier vous pouvez demander cela? Vous pouvez dire que vous ne comprenez pas et que personne ne peut comprendre le fait qu'un ancien premier ministre soit exclu et que vous aujourd'hui, vous décidez d'exclure. Monsieur Alassane Ouattara, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir votre manière de faire la politique? Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir votre politique en elle-même? Je crains que la Côte d'Ivoire est en perdition avec votre manière de gouverner. C'est extrêmement grave. Et il est très important. Il est temps que le régime en place en Côte d'Ivoire puisse changer les choses. Et il y a encore un peu d'espoir, car vous pouvez éviter une crise, une catastrophe. Car ce que vous n'avez pas accepté hier, ne demandez pas aux opposants de l'accepter aujourd'hui. Vous pouvez le faire avec Tidjane Thiam. Et bien évidemment, il va aller s'exiler en France et rester là-bas en tant qu'apatride sans nationalité. Vous pouvez le faire à tout le monde. Mais faites terriblement attention. Car ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui contre Laurent Gbagbo, Soro Guillaume ne restera pas impuni. Nous avons même vu le cas de Charles Blé Goudé. Mais nous allons revenir sur ça sur notre vidéo. Pour moi, c'est important que M. Ouattara réécoute ses propres propos d'hier et qu'à la suite de ceci, qu'il prenne de bonnes décisions.
Car lui, ancien Premier ministre, ne comprenait pas la même situation qu'il est en train de faire vivre aujourd'hui à un ancien président de la République.